Merci d'être encore là pour faire de la télé avec nous. C'est toujours un bonheur. Et au sommaire, donc, nous allons parler inondation à Lomé. Les bassins de rétention d'eau suffisent-ils? On en parle dans un court instant. Et puis, vous le savez, l'actualité togolaise a été aussi marquée par quelques événements mettant en cause l'Office togolais des recettes, OTR. Qu'en est-il exactement? Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité de cet après-midi, M. Agoro Megesiribi, directeur des études et de la législation, directeur des opérations douanières du Golfe. Bonsoir, vous allez bien? Je vais bien. Merci beaucoup. Merci de vous installer. Merci. Eh bien, voilà pour le sommaire. Donc, on fait de la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, encore une fois, bonsoir à tous. Eh bien, merci pour votre fidélité et bienvenue encore une fois dans cette émission. Luc, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va, la forme. Très bien. Le mois d'avril, c'est un mois que j'affectionne particulièrement parce que c'est un mois béni et c'est un mois où notre pays a fait pour une énième fois son indépendance ou se souvient de son accession à la souveraineté internationale que nous allons une fois encore célébrer dans 4 jours. Et donc, je suis très heureux que je retrouve une fois encore cette célébration dans quelques jours. Merci beaucoup. Madame Patience, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Je vais super bien, et vous? Oui, ça va. On regarde par ici. D'accord, super. Bon, j'espère que les téléspectateurs aussi, ça va. Oui, c'est sûr. Et LBS, c'est pas bien? Oui, c'est la grande forme, c'est l'énergie. Voilà, on va continuer. On a une surprise tout à l'heure pour l'apothéose du 27 avril. On verra tout à l'heure. Très bien, on annonce bien les couleurs alors. Et avec nous sur ce plateau, M. Kamna Didissi Nassor. Oui, c'est Didissi Nassor. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, super bien. Vous êtes le président de corps artisanal Vision 30. Bien sûr. C'est une association? Oui, c'est une association. D'accord. Et tout à l'heure, vous allez, en tout cas, nous décliner les axes de votre association. En tout cas, les activités principales que vous menez au niveau de votre association. Oui, bien sûr. Très bien. Ouais. Vous restez avec nous, donc. Et sur le fauteuil rouge, je suis Agoro Megesiribi, un habitué en tout cas de ce fauteuil, directeur des études et de la législation. Il est également le directeur des opérations douanières du Golfe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Merci. Donc, avec vous, on va parler de ces événements, on va dire, un peu malheureux qui ont taché un peu votre institution. Et on en parle dans un court instant. Sans problème, nous sommes là pour ça. Sans filtre. Surtout pour rassurer. OK, très bien. Oui. Et avant, donc, on va aborder le sujet de la semaine, le sujet qui a retenu notre attention, c'est bien les inondations qu'on a constatées un peu dans certains quartiers de Lomé, juste après cette petite... Bon, sinon, j'allais dire, après la grande pluie de la dernière fois. Eh bien, le point avec Samuel et on parle derrière. Les bassins de rétention d'eau de Léo 2000, d'Adidogomé-Douane, du Carrefour de Lyon et d'autres quartiers de Lomé ont connu des débordements à la suite de la pluie du 16 avril dernier. Les conséquences de ces débordements ont été désastreuses pour plusieurs résidents de ces quartiers avec des maisons inondées, des rues impraticables et des biens endommagés. Il faut rappeler que ces bassins sont conçus pour stocker temporairement les eaux pluviales et réduire par là les risques d'inondation. Mais ils n'arrivent toujours pas à faire face à des quantités importantes d'eau en cas de pluie torrentielle, ce qui entraîne de plus en plus des débordements et l'arrivée de flots d'eau dans ces concessions. La pluie du 16 avril dernier a été particulièrement forte et a mis à rude épreuve les capacités de rétention de ces bassins dans plusieurs quartiers de Lomé.
Les habitants ont été pris au dépourvu et n'ont pas pu faire grand-chose pour protéger leurs maisons et leurs biens. Que deviendront ces quartiers à l'avenir avec la régularité des pluies dans les mois prochains? Ces bassins sont-ils suffisants pour prévenir ces situations d'inondation? Que pense Magloire et son équipe? Suivant. Luc, que penses-tu? On a assez de bassins pour éviter ce genre de situation? Je commencerai d'abord à exprimer ma compassion à toutes ces personnes qui ont été victimes de ces inondations, qui ont vu peut-être leur matériel ou peut-être ont été touchés à titre personnel par ces inondations. On a beaucoup de bassins, mais apparemment, ça ne suffit toujours pas parce que les pluies, avec les changements climatiques et tout, les pluies ne sont pas forcément comme avant. Et quand c'est trop fort et surtout que quand ça se suit, forcément, il y a des dégâts. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de repasser par le bassin d'Adjidé Gomé. À un moment donné, je me suis dit peut-être que c'était un peu petit. Il y en a deux. Mais hein? Oui. Celui de la douane. La douane, oui. La douane, le rond-point que nous appelons communément la douane. Voilà, à Adjidé Gomé. Donc, j'ai regardé, en réalité, c'est un grand bassin. Mais au-delà de tout, nous voyons que c'est une zone un peu penchée et tout. Ça n'excuse pas ce qui arrive. Je me dis, si l'assainissement était vraiment maîtrisé, les travaux étaient vraiment maîtrisés, ça n'arriverait pas. Mais je crois que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver une solution à cela. Le maire a eu à effectuer une descente et a promu plutôt une série de mesures, vivement que ça arrive vite pour soulager les populations qui y sont. Et ce n'est pas seulement ce bassin qui a des soucis. Au niveau de Lyon également, à chaque fois qu'il pleut, la voie juste au milieu est quasiment impraticable et toutes les maisons dans les alentours ont des soucis. Je me dis, l'autre problème majeur, c'est qu'on a construit avant que les bassins n'arrivent. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu assez d'espace pour construire les bassins et les agrandir comme il le fallait. Maintenant, il faut penser à trouver d'autres solutions pour desservir ces bassins-là et drainer l'eau vers les endroits où c'est moins sollicité, ou je ne sais pas, en 30 minutes au plus, en 1 heure au plus, qu'on puisse soulager ces bassins qui se remplissent très tôt. Voilà. Madame Patience, eh bien, ces bassins sont censés nous éviter ce genre de situation. Mais le constat, c'est que ce sont ces bassins qui carrément étaient débordés. Hein, et les eaux se sont retrouvées dans les maisons, pratiquement. Oui. Alors, c'est vrai que c'est souvent triste hein, quand ça arrive, mais je ne suis pas experte dans le domaine, mais en tant que citoyenne, vous savez, nous, on veut juste que ça marche, que ce soit grand, petit, qu'il y ait assez ou pas, ce n'est pas notre souci. Nous, on veut juste que quand il pleut, que l'eau ne rentre pas. Par quelle magie, on ne sait pas. Mais bon, par rapport à ce qu'il expliquait tout à l'heure, donc du coup, j'imagine qu'il est plus au courant que moi, que le maire... il n'a donné que son avis, hein, attention. Mais non, mais j'ai cru entendre que... Quand je dis le maire est descendu, voilà. il est allé constater, donc, il a promis une série de mesures. Ça, c'est une réalité. Maintenant, j'ai ajouté que ça vienne vite pour soulager les populations des environs. Donc voilà, en tout cas, moi, comme je dis, je ne connais pas grand-chose, mais donc du coup, j'espère en tout cas qu'ils vont prendre les mesures et essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Mais sachant que c'est vrai que ça n'arrive pas qu'au Togo, hein, même dans les pays développés, il y a des moments où l'eau peut monter et on nous dit qu'il y a la prévision, mais je ne sais pas si ça ne marche pas ou ce n'est pas juste, je ne peux pas aussi, mais je sais juste qu'il y a la prévision, mais même en France, la dernière fois quand j'y étais, l'eau a surpris. En fait, on dit souvent que ça a monté le plus rapidement que ce qui était attendu. Donc, bon, ça veut dire que ça arrive à tout le monde et partout. Mais maintenant, essayons que nous, si on a identifié que ce sont les bassins ou autre chose, qu'on puisse trouver des solutions, qu'on mette ça en priorité des sujets, parce que, bon, s'il y a un foyer qui ne peut pas dormir, c'est dommage. Et j'imagine si les gens ont déjà entreposé leur dernier diplôme là-bas, donc les conséquences, ça peut être très vite énorme. Mais bon, je suis désolée que ça arrive. Tout ce que je peux demander, c'est que qu'on ne nous parle pas du nombre ou des dimensions, mais que ça marche et que quand il pleut, on puisse dormir chez nous. Il y a aussi le système de pompage du trop-plein. Oui, il y a le système de pompage qui fonctionne. Ça dépend des bassins. Quand vous prenez le bassin d'Adjidé Gomé,
c'est censé bon, le premier bassin d'Adidogomé qui est au niveau de la douane est censé desservir l'autre bassin qui se trouve à quelques kilomètres, je dirais 2 ou 3 kilomètres. Maintenant, il s'est fait que les deux bassins étaient remplis. Puisque, madame l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir, surtout en termes de débit, de pluie qu'il y aura, on ne peut pas le prévoir. C'est compliqué, vraiment compliqué à prévoir le débit qui peut tomber. Voilà. Pluie, en tout cas, oui, on peut être qu'au premier. Oui, mais nous sommes d'accord que la dernière fois, il y a eu une grosse pluie la veille et 24 heures après, l'autre grosse pluie a suivi et les retenues d'eau n'étaient pas encore vraiment évacuées avant que l'autre grosse pluie ne vienne. Et bon, moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait ces inondations. Le jour-là, moi, j'étais encore à la maison quand j'ai dit « Ah, les gens vont souffrir ». C'était prévisible, mais sauf que le débit était compliqué à prévoir. Maintenant, c'est vrai, le système est toujours opérationnel. On essaie de soulager des bassins, mais sauf que la dernière fois, tous les bassins étaient pris d'assaut par l'eau qui tombait. Très bien, c'est vrai, on ne peut pas prévoir, vous l'avez dit, mais une fois que ces bassins sont construits, est-ce qu'il y a un système de curage derrière? Parce que, voilà, au fond, on sait ce qui peut se trouver également. Oui, c'est très important le système de curage. Je ne l'ai pas encore constaté. En toute sincérité, je ne l'ai pas encore constaté, donc je ne peux même pas en parler. Mais je me dis, quand on construit, vous allez voir les zones qui abritent les bassins. Ce sont des zones réputées être des zones inondables. Bien sûr. Maintenant, s'il faut écurer tout le temps, et essayer de larguer tout ce qu'il y a là-dedans, à un moment donné, on ne risque pas de remplir ces bassins-là d'eau qui vient du sous-sol. C'est la question que je me pose. Je ne suis pas technicien. Il y a des techniciens. Voilà, c'est la question que je me pose parce que je me dis, c'est ce qui peut-être explique parfois la non-profondeur de ces bassins-là. Parce que si déjà la zone est réputée être une zone inondable, vous creusez encore profondément, vous risquez de faire monter l'eau. Non, pas creuser, mais juste enlever le sable qui se dépose avec les eaux de ruissellement. Bon, allez, on n'en sait rien. Voilà. Si les techniciens... Monsieur Kamina, votre avis Oui, mais je pense que par rapport à tout ça, les bassins sont faits pour sauver cette histoire. Oui. Mais vous voyez, ce que nous allons voir concrètement, c'est quoi? C'est que quel que soit ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura insuffisance. Et à chaque fois qu'il y a insuffisance, on va réfléchir. On en fera plus, mais il y aura peut-être des insuffisances. Donc, l'État a des structures mises en place pour gérer cette histoire. D'accord. Il faut que ça soit géré rapidement. Au mieux et le plus tôt. Justement, en parlant de structure, il y a la NPC qui est là, qui est en réalité travaillé pour que ces genres de situations n'arrivent pas. L'Agence nationale de la protection civile. Voilà. Et il y a d'autres commissions depuis 2 ans déjà. À chaque début de saison de pluie, il y a une grosse commission qui se réunit à la primature, histoire de penser des mécanismes et stratégies pour éviter ces genres de situations. Quoi qu'on dise... Il y a un résultat ou pas? Oui, je crois qu'il y a un résultat. Je crois qu'il y a un résultat parce que les populations sont plus sensibilisées et celles qui vivent dans les zones réputées être inondables prennent maintenant conscience et beaucoup ne construisent plus dans les zones qu'on connaissait avant. Et ceux qui ont construit là-bas, on a trouvé un mécanisme pour les déloger. Et maintenant, quoi qu'on dise, c'est vrai, ça se remplit et tout, mais quand vous regardez bien, madame a dit quelque chose qui était pertinent, que je ne refoule pas, même si c'est un seul ménage qui est touché, c'est assez important d'en trouver une solution. Mais n'oublions pas, ces retenues d'eau sauvent beaucoup de personnes dans les quartiers. Au même moment, nous aussi, nous contribuons à ces genres de situations en bouchant les caniveaux par les ordures et autres. Oui, tout à fait. Ah oui. On contribue, on jette un peu partout. Et peut-être aussi les constructions, parce qu'il me semble qu'il y a des personnes qui construisent directement sans justement prendre des mesures nécessaires. Oui. Donc, du coup, quand il pleut, en fait, l'eau n'a plus vraiment de passage. Je sais que j'avais même en Côte d'Ivoire, il y avait eu des cas, des bons quartiers, ils appellent souvent des bons quartiers. Ils ont construit de grandes maisons sans forcément penser à où l'eau doit passer. Donc oui, ça arrive. Et nous aussi, en tant qu'école, ce qu'on peut faire ou qu'on continue, c'est de sensibiliser des gens pour ne pas jeter. Parce que moi, je peux jeter juste un seul sachet. Mais quand on est 500 étudiants qu'on a jeté le sachet, la conséquence, justement, elle est plus grande. Merci. Très bien. Colonel Agoyro Meguesiribi, vous pensez quoi de cette situation, justement?
beaucoup de nos compatriotes se sont retrouvés les pieds dans l'eau hein, après cette pluie. Pour ma part, j'ai suivi aussi les images et c'est une situation désastreuse que nous avons vécue. Bon, elle revient souvent à chaque fois qu'il y a des pluies et c'est ça qui est malheureux. Mais cela requiert une prise de conscience hein, de la part de nous tous, puisque Madame l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas incriminer la profondeur, ni... Des fois, l'eau peine à arriver. L'eau peine par arriver par des voies, mais dès lors qu'elle trouve à passer par d'autres voies, elle débouche là. Tout le problème réside dans le fait que, au-delà de cette solution de ces fosses-là, il n'y a pas eu de canalisation qui puisse drainer ça encore plus loin. Voilà. Il aurait fallu envisager d'autres canalisations qui devront absorber ces eaux aussitôt que cela se remplit à un niveau donné. Voilà, une canalisation commence par absorber pour déboucher peut-être. Parce qu'il y a d'autres lacs. Hein, pourquoi pas dans des lacs où... Il y a le 4e lac qui a été construit. Jusqu'à la mer. Donc, c'est ce qui peut-être nous interpelle et interpelle les gouvernants de ce pays pour penser vraiment à de gros investissements dans ce domaine, dans ce sens, pour permettre qu'un jour on pousse un ouf de soulagement par rapport à la situation qui revient chaque année et qui cause malheureusement des pertes énormes de biens pour certains, pourquoi pas de vies humaines, parce que cela peut arriver, une inondation peut emporter une vie ou des vies. On ne voudrait pas en arriver là et tout le souhait réside dans l'appel aux autorités afin que l'on procède vite à des travaux idoines pour permettre de solutionner cette situation. Tout à fait. Pardon. Je crois qu'il a dit il faut des canalisations qui puissent drainer ces eaux-là vers la mer. C'est très important. Il faut vraiment qu'on y pense. C'est très important parce que je me rappelle, ça a été fait au niveau d'Agbalépédo et ça a soulagé les populations de là. Pourquoi ne pas dupliquer ces travaux-là au niveau de ces quartiers réputés, avoir assez d'eau, retenir assez d'eau pour que les populations soient vraiment soulagées? Très bien. Moi, je voudrais même, en rapport avec ce qu'il dit, ajouter un cas vécu. Quand nous, on était étudiants à l'école d'administration, il y avait des pluies diluviennes qui étaient tombées, qui ont créé au niveau de la Grande Pousse. Généralement, c'était inondé aussi. Il a fallu que l'État s'implique sérieusement et à canaliser les eaux là sur la mer. Et cela a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Donc, depuis, au niveau de la Grande Pousse, plus personne n'est bloqué par une quelconque inondation. Donc, je crois que de partout, on peut envisager des chaînes de canalisation qui vont dévier les eaux vers des aboutissements sans risque. Sinon, la seule solution, c'est de pouvoir pousser l'eau là où elle peut être à l'aise. Tout à fait. Sinon, elle demeurera toujours sous nos pieds et à nos côtés. Allez, merci beaucoup. C'est bon oui. Non, mais très bien. Donc, bon, une pensée à tous nos frères et sœurs qui se sont en tout cas retrouvés dans cette situation. On pense à ceux de Aïdo Gomé et de Agoué de Lyon. Voilà, merci. Voilà, sans transition, on va donner la parole à M. Kamna Didissenasso. Oui, Kamina Didissenasso. Qui va nous parler de son association CA30. Oui, CA30. C'est d'abord un corps artisanal, Vision 30. D'accord. Donc, ça parle vraiment de l'artisanat. Et après 2030, c'est fini. L'association ne va plus exister. Non, c'est pas ça. C'est pas 2030 en fait. OK. Ça veut dire que dans 30 ans, je pense qu'on peut apporter un plus
OK. Et après les 30 ans? En fait, si déjà à 30 ans, c'est bon déjà, ça veut dire c'est bon, c'est une réussite. Il y a la maturité. Il y a l'envol. Il y a l'envol. Ouais, bien sûr. Il y a l'envol. Ça voudra dire qu'il faut au moins dans 30 ans que notre vision soit atteinte. Et vous vous êtes assigné quels objectifs pour atteindre justement, en tout cas pour réaliser cette vision-là en 30 ans? Là, déjà, il faut parler de la jeunesse. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas du boulot. Mais il y en a? Vous pensez qu'il y en a? Il y a du boulot. OK. Il y a du boulot. D'accord. Et je vais expliquer ça. Oui, allez-y. Lorsque tout le monde pense que c'est le gouvernement qui doit donner du boulot, ça voudra dire qu'on attendra longtemps. Le gouvernement fait pour lui. Nous aussi, on doit s'organiser, puisque déjà l'État a déjà mis de la valeur pour le domaine artisanal. Alors ça voudra dire que si les artisans eux-mêmes s'organisent, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Il y a du boulot. OK. Oui. Donc, je pense que c'est ça vraiment nos objectifs. Oui. S'organiser de quelle manière? S'organiser parce que aujourd'hui, chacun veut faire ses activités d'une manière indépendante. Donc, lorsque quelqu'un trouve quelque chose, c'est fini, il s'occupe de lui. Et puis, il y a d'autres artisans qui sont là. OK. Bon, en fait, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aider, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment aider. OK. Parce que ce n'est pas facile, ce secteur artisanal. Très bien. Oui. Il y en a d'autres. Peut-être que lorsqu'on trouve du boulot, on va les appeler. Ils seront occupés aussi, ils diront qu'ils sont occupés. Mais de quelle manière ils sont occupés, on ne sait pas. Ouais. D'accord. Et l'association est composée d'artisans, c'est ça? Oui, bien sûr. Et quels sont les corps de métier qu'on retrouve les corps de métier qu'on retrouve là-bas, il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation. Les revendeuses de pain, les boulangères, et transformation de soja, beaucoup de choses. Et il y a aussi le génie civil. Oui, la maçonnerie, la menuiserie, etc. Comme vous le voyez dans le bâtiment, oui, il y a la production, la transformation, telle que l'agriculture, l'élevage, beaucoup de choses. Ça, c'est la production. Il y a le service même, tel que les couturiers, les coiffeuses. Donc, c'est quelque chose comme ça. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous apportez? Vous avez parlé tantôt de comment travailler en synergie pour que chacun puisse trouver sa part. Qu'est-ce que vous apportez concrètement aux membres de votre association pour leur permettre de mieux performer et de mieux travailler main dans la main pour promouvoir davantage leur secteur d'activité? D'abord, la formation. En fait, d'abord, quand nous avons nos artisans, nous allons d'abord leur mettre à niveau. OK. On les met à niveau pour leur donner... Vous en avez déjà fait? On en fait déjà. OK. On en fait beaucoup. Beaucoup. D'accord. Oui. Donc, lorsqu'ils sont mis à niveau, ça les permet de savoir de quelle manière ils doivent s'entreprendre eux-mêmes. Donc, il y a des gens, il y a des ouvriers, aujourd'hui, quand ils ont leur métier, façon dont ils vont mettre ça en valeur, ça les manque. Donc, nous leur apportons cette manière de mettre en valeur leurs connaissances. Très bien. Maintenant, il faut aussi leur trouver de l'emploi. On leur trouve de l'emploi. Oui. Et comment trouver de l'emploi? Et justement? Nous avons des partenaires. OK. Nous avons des partenaires des grossistes, des géants, quoi. Des géants artisans. Donc, on va vers eux, on discute, et puis on leur sollicite du boulot pour nos artisans qui sont avec nous. Okay. C'est ça. Donc, vous sous-traitez les marchés parfois? C'est de la sous-traitance? Oui, en fait, oui, c'est ça la sous-traitance. OK. Oui, ça dépend. Effectivement, il faut peut-être préciser parce que ça dépend. Ça peut ne pas être de la sous-traitance. De la sous-traitance, justement. Vous avez des jeunes, des gens qui ont de la compétence et vous allez vers une grosse société, vous dites, moi j'ai de la main-d'œuvre pour vous, prenez-le, embauchez-le, et puis c'est tout. Ça peut être ça, ou de dire non, en fait, les jeunes que j'ai, ils sont peut-être comme une société ou une boîte de consultants, je ne sais pas, mais que la grande société va
déléguer la production des choses Voilà. à eux, leur structure. Oui. C'est ça qui est la sous-traitance. La sous-traitance, c'est que je viens voir un groupe de personnes ou une personne, je lui dis, produis-moi ce produit, mais c'est ma marque et je vais le vendre comme je veux. Ou sinon, je dis, je te donne une ressource, tu me donnes un boulot et il travaille. Oui. En réalité, si je dis c'est la sous-traitance, parce que nous connaissons nos artisans. Nous les connaissons. Et donner son artisan à quelqu'un, la gestion serait différente. Okay. Donc, nous préférons qu'on donne Et vous prenez le marché. le marché Et puis on fait travailler nos artisans. D'accord. Et vous gagnez votre part. Et puis, vos artisans gagnent aussi... Leur part. Très bien. Comme ça, C'est une chaîne de valeur sur laquelle tout le monde gagne sa part au bout du film. Ok. c'est ça. Voilà. Et j'avais une question justement Oui. par rapport à ça, c'est que je sais que dans ce domaine-là, on parle beaucoup des copies, enfin des gens qui reproduisent les produits des autres très facilement. Est-ce que ça marche, ce que vous proposez? Parce que est-ce que les gens ils vont pas dire si moi j'aime mon marché, imaginons que j'ai une façon de produire des chaussures. Ok, et sauf que là j'ai trop de demandes, donc ma société on peut pas. Je viens voir vous avez des gens qui produisent aussi des chaussures. Ça veut dire que je leur donne un cahier des charges, ils font des choses comme je veux. Quelle est ma garantie que demain vous n'allez pas créer la même chose avec les mêmes Oui, je veux dire, qu'est-ce qui fait, parce qu'il faut ça pour que les gens qui nous regardent demain puissent dire je veux vous appeler pour solliciter de la main-d'œuvre parce qu'à un moment donné j'ai une faute commande. Vous savez, le contrat, c'est un contrat. Il faut aller sur les bases du contrat. Ce que vous dites, lorsque vous nous demandez, peut-être c'est une idée qui peut nous échapper. Si vous-même qui allez nous donner du boulot, vous avez ça en tête et vous nous demandez ça, ça va. Voyez. Mais quels que soient les cas, lorsqu'il y a un service rendu, supposons que je demande une conception à un architecte. Je lui demande de me faire une conception. C'est que, entre-temps, c'est ce que je voulais. Mais lui aussi, déjà qu'il a conçu ça, c'est qu'il connaît ça. Il peut le refaire aussi. Nous sommes d'accord. Mais lorsque, dans un contrat, vous voulez garder un peu le secret, l'exclusivité, pour éviter la copie de votre société, on le respecte. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à vos jeunes qui sont là, qui veulent de l'emploi, mais que vous avez des choses pour eux? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Aux jeunes que vous avez, les artisans que vous avez qui peuvent vous aider sur ces marchés-là, qu'est-ce qu'ils ont comme documents ou formation qui fait qu'on dit ça, c'est la marque, je ne sais pas, les boucles d'oreilles, là, c'est telle société qui le produit, et moi, je m'engage. Est-ce qu'il y a des contraintes? Vous avez mis un truc comme ça en place ou pas? Oui, c'est ce que je dis. On commence par leur mettre à niveau. J'ai dit ça au départ. La formation, oui. La formation. Le professionnalisme. Oui, c'est ça. D'accord, parce que c'est des domaines où on copie facilement. Bien sûr, bien sûr. Allez, l'association, elle a sa base où? Elle a sa base à Dogome. À Lomé. À Lomé, oui. D'accord. Et elle s'étend l'intérieur ou pas? Oui, elle s'étend. Vous êtes focalisé seulement sur le... Non, sur tout le Togo. OK. Vous avez des membres dans d'autres localités de l'intérieur? Je peux dire que pour l'instant, non. On vient de commencer. OK. Donc, on veut faire l'expérience à Lomé. D'accord. Et lorsque ça marche, on étend ça sur... Ouais. D'accord. Bien. Oui, Luc? Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la digitalisation ou l'outil numérique. Quelle est la place du numérique dans ce que vous faites comme artisanat? Bon, là, je vais dire que sincèrement, on vient de... C'est le début. C'est le début. Il faut y penser, donc. Il faut y penser. Oui, c'est important. Voilà. En avançant, on va y penser. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le digital. Oui, ça, c'est clair. C'est un outil qui vous permettra de mieux vous vendre, de vendre les membres dans leurs différents corps de métier. Oui, c'est d'ailleurs l'occasion pour que vraiment les spécialistes en la matière nous appellent pour qu'on puisse demander leur service. OK. Oui. Très bien. Et c'est fermé ou il y a encore possibilité d'adhérer à l'association? Oui, c'est ouvert. Hein? OK. Vous comptez combien de membres à peu près à ce jour? Actuellement, nous avons 500 membres. Wow. D'accord. C'est une grande association. Et il y a encore de la place? Il y a de la place. Il y a de la place. OK. Beaucoup de Et la place. pour adhérer, quelles sont les conditions? Oui, pour adhérer, on a l'adhésion qui est à 2 000 francs. Seulement? Seulement 2 000 francs. 2 000 francs. Et puis, on a la carte de membre qui est à 1 500. Et puis,
à chaque chantier, il faut porter une badge pour avoir l'accès. Donc, s'identifier. C'est ça, quelque chose comme ça. Très bien. Mais c'est déjà bien de vouloir se mettre ensemble pour avancer, colonel. Oui, c'est une forme de formalisation de ces secteurs épars-là. Et c'est de bonne guerre. Hein. Ça participe à l'éclosion professionnelle au plus haut niveau de l'État que de concentrer ces différents métiers au sein d'un seul corps pour évoluer ensemble. Surtout, moi, j'apprécie cette professionnalisation qu'il leur apporte, hein, parce que c'est facile d'apprendre un métier, mais sans connaître comment mettre en valeur ce que l'on a acquis comme connaissance de ce métier. Il faut que d'autres spécialistes viennent apporter leur touche pour que, du coup, on se trouve dans une situation où vos artisans soient appréciés, qu'ils font de meilleures choses. Oui, donc, la mise à niveau est très importante. Ce n'est pas ce qu'ils ont appris à la base qui doit servir. Il y a un peu de choses à leur inculquer pour que véritablement ils soient professionnels. C'est ça. Très bien. Merci. Oui. En tout cas, je crois que l'initiative est louable et on dit être seul, peut-être on peut avancer, mais quand on veut aller loin, il faut être ensemble. Et être ensemble vous permettra de mieux vendre vos compétences. Comment vous contactez? Nous répondons sur le numéro 90 14 50 04. Un seul contact? Un seul contact. Très bien. C'est celui du président. C'est la meilleure démocratie. Oui. Voilà, le 90 14 50 04. 90 14 50 04. Appel, SMS, WhatsApp. Tout. Voilà. Ça passe. Super. Vous restez avec nous, mon cher Kamina. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association Corps Artisanal Vision 30. Et vous restez donc avec nous. Et sans transition, on va aller courir un peu. Mais non, oui, on va courir ou on va marcher? Trottiner, courir, marcher, ramper, danser, chacun son rythme. Voilà, ce sera le 29 prochain. Dans les artères de la ville de Lomé, course en couleur ou... Oui, les 10 km en couleur. Les 10 km en couleur, voilà. Là, je me retrouve. Oui, Patience, ça se précise là. Oui, ça se précise et je suis contente pour deux raisons. La première raison, c'est l'intérêt que la population de Lomé accorde à la course, puisque on avait arrêté les inscriptions à 4900 qui se sont intéressés pour 4900. 4900. Wow. Voilà. Il y a de l'engouement autour. Ah oui. Oui, alors il y a de l'engouement. Je pense que les gens ont besoin de faire du sport déjà. Et on sait ce que c'est. Moi, en premier, je veux faire du sport, mais on repousse. C'est-à-dire qu'on dit, oui, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Il faut que je commence pas. Je dois commencer le sport. Je dois commencer par courir. Pourquoi c'est Non, c'est juste un exemple. En fait, moi, j'ai commencé, ça fait 2 mois. Finalement, tu as commencé. Et les résultats sont là. Donc, en fait, c'est juste ça. Et je pense que quand on dit aux gens tout de suite qu'on a une course, tout le monde se dit, il y a la course. Et après, qu'est-ce que nous avons fait derrière? C'est de commencer à envoyer des vidéos pour dire entraînez-vous parce qu'il y aura des flash mobs. C'est-à-dire que quand on va faire le trajet, à un moment donné, on aura des points de pause où on peut profiter pour danser un peu. Donc, en disant aux gens apprenez les danses, c'est une façon de les pousser à commencer à s'entraîner, à faire du sport. Donc, je suis vraiment contente. Et l'autre raison, c'est par rapport aux équipes, les étudiants qui organisent cela. Alors, ils ne sont pas payés du tout, il n'y a rien. C'est comme on dit souvent, entreprendre à 0 francs. Et moi, j'ai envie de dire démarrer une activité qui regroupe à peu près 4900
500 personnes à pratiquement rien. Parce qu'ils n'ont rien si ce n'est que Internet. Et malgré cela, ils ont réussi à pouvoir communiquer pour pouvoir atteindre ce nombre. Bien sûr, merci déjà à vous, à la TVT, et puis principalement à Magloire et en fait de la télé, à la team, puisque vous les avez accueillis gratuitement pour qu'ils puissent parler de l'activité qui est un sport non payant, mais c'est autorisé à tout le monde. Et d'une certaine façon, vous aussi, par votre accord, c'est que vous contribuez à cet objectif que je sais au niveau des mairies aujourd'hui, où une fois dans le mois, on demande en fait que les gens puissent faire du sport. Donc vous aussi... Le dernier... C'était je ne sais plus, en mars, non? C'était fin mars, 31 ou 30, je ne sais plus, mars. C'était en fin mars, juste que je n'ai pas la date. C'est ça, je pense entre 30 et 31, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, donc, merci aussi à vous de contribuer. Et moi, je suis contente et fière des étudiants de Lomé Business School qui, pour rien du tout, se mettent ensemble, travaillent comme vous êtes en train de le faire. Vous le faites aujourd'hui, vous êtes grands, vous savez l'importance. Mais eux, ils commencent dès la première année, on les pousse à pouvoir travailler ensemble. Vous avez des gens qui vont faire le marketing, donc s'occuper de la communication, ceux qui vont s'occuper de la logistique, vont négocier les trucs avec les fournisseurs, vont aller demander du sponsoring. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment ce que nous proposons à LBS, cette formation pratique, mais en même temps appliquée. Et je suis contente que le 29 avril, on aura beaucoup de personnes à Lomé. J'espère que vous serez là aussi pour courir avec nous. Je n'ose pas défier le colonel, hein, parce qu'il va nous dépasser là. Le colonel sera sûrement là. Je suis très intéressé de cette initiative, du fait même que nous, on appartient à un corps paramilitaire qui met le sport au centre de nos activités. Les mardis, jeudis et samedis, c'est consacré pour des heures de sport avant de se mettre en tenue. Comme ça, donc, le sport occupe une place très importante à l'OTR. Et c'est bien qu'on se rappelle qu'à l'occasion même de la journée internationale de la douane, on a fait toute une marche au travers des artères de Lomé et ça a été très, très bien apprécié. Et comme vous le dites, on a été surpris par une grande foule pour dire qu'à Lomé, les gens ont envie de s'associer à cette activité de sport. Et il faut tout faire pour leur créer ces activités. Ça va dans l'intérêt de l'émancipation de l'homme en tant qu'individu et de l'émancipation des jeunes qui ont besoin de suivre les bonnes traces, d'être guidés. Par exemple, des jeunes peuvent être dans leur coin, mais dès lors qu'une initiative de cette nature vient à germer, vous allez les voir sortir. C'est ce qui les fait sortir et c'est un bon guide que vous êtes en train de faire et ça peut lancer pour toujours certains dans l'activité du sport. Tout à fait. Il peut prendre goût et pour toujours. Très bien. Super. Voilà, donc le samedi 29... Voilà, c'est ça, le samedi 29 avril, 6h, on vous attend à Lomé Business School, donc c'est à Noukafou. Donc on prend le départ devant devant Lomé Business School. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous arrivez à l'heure, on vous donne gratuitement un t-shirt, le t-shirt blanc parce que c'est une couche colorée, donc un t-shirt blanc. L'objectif, c'est qu'à la fin, on se retrouve bien sale. En fait, c'est ça le concept. Donc, du coup, il faut être à l'heure, à 6h du matin, pour qu'on puisse, vous imaginez, plus de 4000 personnes, ça fait beaucoup. Donc, pour pouvoir distribuer les kits, donc notamment le t-shirt, la poudre aussi, pour jouer entre amis avant. On fait un peu de poudre fitness. Colorée. Oui, c'est ça. La poudre colorée. Et après, maintenant, on fait un peu de fitness pour se remettre et on commence. Donc, on a deux catégories. Il y a ceux qui vont réellement compétir. C'est des gens qui viennent, c'est pour compétir. Et puis, sur les 4900, ce n'est que 10% qui vont compétir. Le reste, c'est monsieur, madame, tout le monde comme moi. On marche. Voilà. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra, mais on veut juste être sûr qu'on a réussi, nous aussi, à faire un 10 km. Et à la fin?
à la fin, il y a une collation. Ah oui, mais c'est important. Mais uniquement ceux qui sont arrivés à destination. Hein, parce que à destination, dès que vous arrivez, vous avez une collation. Maintenant, il y a un code. Quand il dit « et à la fin », free food. Ah, oui, free food. Ah, c'est vrai, free food. Il y a des adeptes. La chute, c'est où Ce sera en face de Onomo. Donc, il y a la plage. Voilà, donc l'année dernière, c'est là où on avait fait la chute à la plage, parce qu'après, il y aura l'animation, ce moment-là. Voilà. D'accord. Je crois que l'espace est assez grand pour accueillir. Tout à fait. Oui. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi exprès cet endroit-là, pour que les gens puissent arriver. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse faire 10 km et puis l'écrire quelque part qu'un jour, on a fait un 10 km. Oui. En tout cas, c'est toujours bien ce genre d'initiative parce qu'au-delà de tout, ça fait du bien à l'organisme. Ça nous permet de nous maintenir en santé, de maintenir notre organisme en bonne santé, comme je l'ai dit tantôt. Et je crois que tout le monde devrait adhérer à ce genre d'initiative. Merci. Merci. Certainement, il y a encore de la place à prendre. Malheureusement, on ne peut plus s'inscrire. C'est-à-dire il faut d'abord s'inscrire, oui. En fait, c'est quand on était passé, quand vous nous avez accordé l'occasion, c'était de demander aux gens de nous contacter où il y avait un lien pour pouvoir s'inscrire. Pourquoi? C'est important d'avoir une idée du nombre de personnes ça permet l'encadrement. L'encadrement déjà au niveau de la sécurité, parce qu'on a des rendez-vous avec eux. Donc, pour qu'on puisse donner une idée, mais également les kits, donc les sports, pour pouvoir venir reprendre tout ce qu'il faut, même la collation. Si on s'attend à 4 000, qu'on a 8 000, donc les 4 000 ne seront pas servis, donc ça risque de poser un problème. Mais voilà, ceux qui nous regardent aujourd'hui... Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Voilà. Donc, les gens vont s'inscrire, ils vont arriver avec d'autres personnes. Ah oui, donc il faut y penser. Mais effectivement, pour tous ceux qui nous regardent... L'idéal, c'est de s'inscrire. Voilà, l'idéal, c'est de s'inscrire. Mais ceux qui nous regardent, s'il y en a qui veulent arriver, il faut juste nous écrire sur le 91 73 44 26 91 73 44 26, ou vous venez à Lomé Business School pour vous renseigner. On essayera de faire des dérogations parce que voilà, si vous avez envie de venir recourir avec nous, pourquoi pas. Mais pour l'instant, s'inscrire, c'est fermé. 91 113 44 26. Vous avez dit très bien. Je retiens. Voilà. Donc on vous attend. Hein. Oui, non, mais on sera là. On sera là, avec nos caméras aussi. Ah oui. Voilà, c'est ça. On va ramener de belles images. C'est ça, ça serait intéressant. Ouais. Allez, super. Merci, Patience. Merci beaucoup. Rendez-vous pris donc pour le 29 prochain. Merci. Une petite transition, elle sera vraiment courte et puis on revient avec notre invité. À tout de suite. Retour sur le plateau, toujours avec la même équipe et notre invité, colonel Agoro Médié-Siribi, directeur des études et de la législation douanière à l'OTR, qui nous fait en tout cas l'honneur d'être là avec nous sur ce plateau. Avec lui, on va parler de quelques sujets. D'abord, colonel Agoro Médié-Siribi, depuis quelques jours, on l'a appris, les informations circulaient sur les réseaux sociaux, on a vu des images, des informations qui font état d'une vingtaine de produits congelés avariés que vous avez réceptionnés au niveau du port autonome de Lomé. Quand je dis vous, je parle bien de l'OTR ou des services douaniers. Qu'en est-il exactement? Merci. Je voudrais d'emblée vous dire que c'est de l'intox, une telle information qui circule et de manière virale. L'information a conquis le monde pour nous revenir, mais il faut rassurer les uns et les autres que au niveau des frontières de notre pays, notamment ou plus précisément au niveau du port de Lomé, nous n'avons enregistré aucune introduction d'une vingtaine de conteneurs de poissons avariés à introduire ou à mettre à la consommation locale. Ça, je peux vous l'affirmer. Nous avons des statistiques, des enregistrements manifestes et registres
qui n'ont pas fait état d'un tel arrivage. Donc, je voudrais vous dire que vous apportez juste un démenti formel par rapport à cette allégation mensongère, je peux dire, qui a circulé et qui malheureusement a créé une situation de psychose nationale, puisque quand on vient incriminer un produit qui est de l'ordre de la consommation humaine, vous comprenez ou convenez avec moi que la peur soit intense et généralisée, puisque ça attente à la vie humaine ou animale. Vous comprenez? Donc, pur intox qu'a véhiculé cette vidéo. Oui, mais qu'est-ce qui a motivé, selon vous, en tout cas, l'auteur de cette vidéo? Et vous savez d'où c'est parti? À la réalité, aujourd'hui, on peut dire oui. Nous savons d'où. L'information est partie d'un fait qui est né au Cameroun. C'est au Cameroun qu'il y a eu une situation d'importation de poissons maquereaux aussi, cargaison qui a été constatée comme étant avariée en raison du mauvais état de conservation au cours du transport menant au Cameroun. Donc, comme toute bonne douane, la douane camerounaise a bien agi, puisque dans pareille situation, ensemble avec les services vétérinaires et ceux en charge des produits carnés, il a été vu que le produit est devenu altéré de par son état ou avarié, comme nous l'exprimons, et impropre ainsi à la consommation humaine. Donc, avec comme sort la saisie et la destruction. Vous avez vu dans les images des camions déchargeant dans une fosse des milliers de poissons. Et c'est leur sort, ça, l'enfouissement, pour que plus aucun poisson ne soit utilisé à la consommation humaine. Donc, mal appris certains Togolais, que je ne comprends pas, peut-être en manque de sens civique, qui ont plutôt pris ces images, commenté ces images en langue vernaculaire du pays, prétextant que c'est au Togo que la chose était en train de se passer. Et si tel avait été le cas, c'est que c'est une bonne chose, puisque le sort, le produit avarié n'a pas été détourné de sa destination, de son sort privilégié, parce qu'étant avarié, son sort, c'était l'enfouissement, la destruction. Voilà. Et c'était ça les images qu'il présentait. Mais donc maintenant, le mal... Est-ce que vous avez les moyens, par exemple, d'identifier en tout cas les auteurs de ces genres de fausses informations? Oui, aujourd'hui, des techniques existent et nous sommes déjà bien lancés sur ce schéma avec les forces de police judiciaire et autres, afin que soient démasqués ces gens, parce que à vouloir ternir l'image, la bonne image d'une institution, d'un service, d'une institution telle l'auteur et de son service telle la douane, qui a pour mission de protéger la santé tant des hommes que même des animaux, c'est méconnaître nos missions. Parmi nos missions, le législateur a bien fait. Quand vous parcourez le Code des douanes, la loi portant Code des douanes, le législateur a fait une part belle aux dispositions portant prohibition. Et dans ces dispositions, ça a été cité, tout produit dont la qualité est douteuse, la douane se doit de rejeter, dont la qualité est avariée,
reconnus avariés, la douane se doit de ne pas laisser entrer. Donc, dire que la douane a pris de l'argent, la douane, c'est donc dire que la douane aurait troqué la vie des paisibles populations contre des recettes fiscales. Nous n'en sommes pas loin. La douane togolaise est une douane professionnelle. Et aujourd'hui, le mieux que je puis vous dire, c'est que aux frontières de notre pays, et notamment au niveau de la plateforme portuaire, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes places au monde, le service est organisé dans ce que nous appelons un cadre de gestion coordonnée des frontières. Vous n'allez pas voir la douane seule s'appliquer sur une cargaison de bout en bout. La chaîne est là. Nous sommes pratiquement au-delà de 6, mais tout dépend de la nature du produit. Voilà. Puisqu'il s'agit de produits carnés, j'avoue qu'il y a 6 corps qui interviennent. Mais dans les interventions à faire, il y a lieu de préciser que la division en charge des produits carnés, c'est elle qui, en priorité, procède à l'analyse sensorielle. La douane est à l'écart. Nous, on intervient les derniers, après qu'on ait attesté de la bonne qualité du produit. Tout ce qui arrive pour être introduit sur le territoire douanier, pour autant que c'est de la nature des produits à consommer, on laisse les autres services. Quand vous parlez des autres services, il y a les services phytosanitaires, les services vétérinaires, les services en charge des produits carnés, qui doivent produire des certificats, des attestations de bonne de salubrité. Voilà. De nature à être consommée. Voilà. Il y a des certificats qui constituent des documents de recevabilité d'une déclaration en douane. Une déclaration en douane n'est recevable que quand elle concerne le consommable, que si elle est adjointe d'un certificat sanitaire, phytosanitaire ou autre, qui autorise la douane, qui précise à la douane que la qualité est bonne et que la douane peut aller à la perception des droits et taxes dus à l'effet de l'importation. Donc, ne pensons pas que la douane, elle seule, peut s'octroyer le luxe de libérer, nous disons en termes techniques, de donner main levée à une cargaison sur laquelle ou pour laquelle les autres services, notamment, n'ont pas donné leur agrément. Et mieux encore, nous travaillons avec les services de l'Octrib et les services de gendarmerie, police, qui sont à nos côtés et qui, pour rien au monde, n'accepteront pas que les paisibles populations consomment des produits qui sont avariés. La santé a un prix et nous, à la douane, on a, au-delà de ce que le profane de la douane peut penser, parce que quand on dit douane, vous voyez les recettes. La douane a évolué. On n'est plus dans le contexte de la douane de grand-papa où, historiquement, la douane était là que pour prendre ce qui est dû pour le compte du trésor de l'État. Aujourd'hui, nos missions sont diversifiées. Mission fiscale traditionnelle, mission économique, mission de protection sanitaire, mission de sécurité même. Nous agissons pour la sécurité. Nous sommes stratégiquement positionnés aux frontières du pays. Là où il n'y a pas les forces de sécurité et de défense, c'est le douanier qui joue ce rôle-là, de premier défenseur. Donc, nous avons des missions vraiment diversifiées et que nous veillons à faire observer. Donc, ne pensez pas qu'on puisse troquer la santé
nous-mêmes, nous sommes des consommateurs. Oui, oui. Si je ne suis pas consommateur, j'ai ma tante peut-être qui peut l'acheter, ou un petit frère dans un quartier, quelque part, qui n'est pas dans ma maison, qui peut aller acheter. Oui. Et donc, convenez, souffrez qu'on vous dise que la douane est au service de l'humanité. Très bien. Non, on retient une chose, c'était une fausse information. Bon, Luc? Alors, sur ces dernières années ou ces derniers mois, est-ce que la douane togolaise a eu à faire des arrestations ou a eu à saisir des produits carnés avariés? Oui, je voudrais vous rassurer que au quotidien, c'est ce que nous faisons. Pour autant que les services qui procèdent à l'analyse indiquent que le produit est de nature avariée, sans même attendre pour ce qui concerne les produits qui nécessitent le froid, parce que quand on les désolidarise du froid et qu'ils montent sur terre, c'est fini. Donc, dès qu'on dit non, c'est déjà pas bon, immédiatement, c'est la destruction. Et on a des centres d'enfouissement auxquels... Et la télé est toujours présente. Hein. C'est des cérémonies auxquelles nous faisons avec les médias pour que les gens soient rassurés de ce que quelque chose de mauvais voulait rentrer. Et ça se fait. Et mieux encore, ensemble avec les médias, il y a une journée de l'année où les autres produits de contrefaçon ou prohibés, qui ne sont pas de la nature de ceux du froid, qu'il faut immédiatement aller enfuir. Nous avons une journée où on les détruit au vu et au su de tout le monde. Les médias montrent ces images. Chaque année, il y a une journée d'incinération. Quand il ne s'agit pas de produits de froid, c'est stocké dans les différents magasins qui sont dédiés à la chose. Et à cette journée, nous procédons avec le ministre de la Sécurité, de la Santé et toutes les autres forces, l'Octrib, la douane, la police, la gendarmerie et le ministère de la Santé à la destruction. Que ce soit les drogues ou les produits, les boissons frelatées ou de contrefaçon, si cela a été indiqué que ce n'est pas le produit authentique, nous brûlons. Très bien. Nous brûlons. Une autre polémique, colonel, eh bien, c'est cette vidéo aussi dans laquelle on a vu un ingénieur agronome en séjour en Côte d'Ivoire accuser les agents de l'OTR, on va dire, des agents des bureaux de la douane togolaise au niveau de... Il a conduit de raquettes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci. Bon... véritablement, c'est une succession de faits. Et c'est pourquoi nous, on ne sait pas... C'est une vidéo de quoi, 3-4 minutes. Oui, hein, bien sûr. Monsieur Valère Tadagbe, comme on le nomme, il est effectivement un ingénieur agronome. Il s'est mal pris dans la procédure. Vous savez, quand vous confiez votre marchandise pour qu'elle soit déclarée par autrui. Je dis d'emblée que l'on peut dédouaner ou déclarer sa marchandise lui-même. Hein. Le code n'explique pas. Pour quiconque sait suivre les rouages de la douane de bout en bout, il peut faire sa formalité sans passer par ses intermédiaires. Parce que c'est de là qu'est né le problème. Vous savez, quand il y a un intermédiaire entre la douane et le propriétaire de la marche, on a vite fait de faire porter le mauvais chapeau à la douane, comme quoi c'est elle qui a pris tel montant. J'avoue que dans le cas d'espèce, puisque c'est moi qui suis allé défendre ce dossier pour présenter la déclaration liminaire du commissaire général de l'OTR, j'avoue que la douane a, de manière professionnelle, fait son travail. Un motoculteur qui jouit des exonérations prévues par la loi fiscale togolaise est arrivé et le monsieur, son transitaire, lui a demandé d'envoyer 100 000.
Mais sur quelle base? Sur quelle base? Logiquement, avec le motoculteur, sur la base de la facture présentée, avait une valeur en douane de 600 000. Okay. 600 000, mais puisque c'est un motoculteur qui est exonéré, et pour bénéficier de des avantages de la loi des finances, il devait de faire une déclaration en bonne et due forme, à laquelle nous, on va ajouter le code 342 qui reprend tout ce que, par la politique togolaise, on dit d'exonérer. C'est le code, ça. OK? Donc, c'est ce que la douane a fait. On lui a conseillé que les motoculteurs ne payent pas chez nous ici. Donc, c'est la douane qui a conseillé maintenant au client. C'est la douane qui a conseillé. La procédure pour gagner. Il est venu pour faire un DS4, une déclaration simplifiée. La déclaration simplifiée l'obligeait à payer tous les droits. C'est la douane qui lui a dit non, motoculteur, allez faire une déclaration simple. À l'issue de cette déclaration normale, les droits liquidés, c'est 23 020 francs. Mais le monsieur a pris 100 000 chez le sieur Valère. Et pour Valère, dans les autres pays où c'est exonéré, pourquoi pas au Togo, alors que la disposition est de mise depuis les années 2020 au Togo. Le chef de l'État n'a pas attendu ces récentes idées dans les autres pays voisins pour le faire. Nous, le chef de l'État, au temps du ministre Bataka, nous a déjà fait exonérer tout ce qui est de l'ordre du matériel agricole. Et c'est pour ce qui a fait faire aux douaniers l'application de ces dispositions d'exonération. Donc, à la réalité, entre 100 000 qu'il a remis à son transitaire et 23 000, il y a une différentielle d'environ 67 000. Mais vous avez écouté aussi le transitaire qui a fait le travail. Il dit que lui, il a gardé ça au titre de ses honoraires. Parce que le travail, il l'a fait en deux jours. Et eux, ils étaient 3 à faire la chose. Eux se sont partagés. Ouais, donc, ça suscite une autre question. Le mal dans cette histoire, c'est qu'un ingénieur, monsieur Valère, est ingénieur d'un niveau d'instruction élevé. Vous n'allez pas commettre un service comme ça à quelqu'un sans lui demander les pièces justificatives. Le transitaire avait copie de la quittance qui fait état de 23 000 de payés, la déclaration qui fait état de 23 000 de payés. Mais pour lui, parce qu'il a remis 100 000, il était même en Côte d'Ivoire, quand on lui a réclamé les 100 000, il commence par crier sur tous les toits. Mais le transitaire affirme lui avoir dit ce que la déclaration indique comme paiement. C'est entre eux. Donc, le rôle nocif de ces intermédiaires aussi en est pour quelque chose, puisque, si vous l'avez suivi, M. Valère, contre qui l'OTR a déposé une plainte depuis lundi, le 18 dernier, depuis le 18 dernier, avant-hier plutôt, a fait un mea culpa pour reconnaître que lui, il a mal procédé. Dans une situation comme ça, tu peux appeler le chef de l'unité pour chercher à s'informer que les motoculteurs sont traités comment. Et pourquoi je dois payer 100 000 alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est de l'ordre de choses 40 et quelques. Au Bénin, c'est plus élevé que le taux après exonération chez nous ici. Donc, il n'a fait aucun recoupement de cette nature et s'est permis d'utiliser les réseaux sociaux pour nous dire tous les chantages possibles. Il a fait son mea culpa. C'est important. Voilà. Il regrette ce qui s'est passé, que lui aurait dû nous approcher le chef de l'unité bien avant de s'en prendre à une institution telle que l'OTR ou
chose. Et mieux encore, il a interpellé directement le chef de l'État, le gouvernement, pour que des actions soient faites au regard des pratiques douanières togolaises. J'avoue que ça participe peut-être de l'idée de noyer, le rang que les douanes togolaises occupent aujourd'hui en matière d'application des dispositions communautaires. Nous sommes le bon élève dans la communauté UEMOA, c'est à appliquer les dispositions communautaires puisque les exonérations portant sur les matériels agricoles sont de l'ordre des impositions de la communauté. Et nous sommes les premiers à les avoir appliquées. Oui, on avance. Ou peut-être l'actualité. Patience. Elle risque de perdre sa question. Luc, tu permets. Non, tu permets. Voilà. Patience. Merci. non, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends, même quand on dit c'est quelqu'un qui a instruit, qui est un ingénieur. Quand on nous parle de l'ETR, si vous voulez, nous tous, on attrape la tête parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de raison à cela. Oui, mais normalement, c'est qu'on ne sait jamais ça commence où et ça finit où. Donc, par exemple, quand vous avez dit tout à l'heure, on peut normalement aller soi-même dédouaner. C'est vrai qu'on peut y aller, mais sauf que quand vous arrivez, il y a des portes. Moi, je vais juste prendre mon cas, c'est pour recevoir les courriers au niveau de l'OTR qui est vers l'ancien aéroport. Vous savez, DHL, FedEx et autres. Quand vous allez, vous avez tout de suite des gens qui vous voulez retirer un colis, je vais vous aider à faire le process. Et vous, tout de suite, quel que soit ce que vous savez faire... Ils ne sont pas de la douane. Oui, mais le problème... Vos intermédiaires, là... Le problème, c'est que vous n'avez pas quelqu'un de la douane non plus qui vous dit... Étape 1, c'est ici, étape 2. Et moi, une fois, j'ai fait avec eux. La deuxième fois, j'avais du temps. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai bien envie de comprendre cette histoire de l'ETR, parce que je suis comme ça. Et là, quand je commence, j'arrive, ils vont venir, je dis non, mais je ne sais pas quelle est la porte que je dois prendre. Donc, je demande un peu, on me dit, bon, il faut aller ici. Et vous allez voir, le cas que je donne la question, tu vas ici, après tu vas là, après tu vas là. Mais personne ne te dit jamais c'est où. Hein. C'est que c'est toi qui dois demander ou deviner pour aller. Et quand vous arrivez, à un moment donné, on doit aller vers quelqu'un, justement, qui doit signer. J'imagine que ça doit être le chef. Eh bien, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, donc vous êtes là et vous regardez. Mais eux, ils ont l'habitude, ils ont leur côte, donc ils peuvent prendre des choses. Ils prennent pour l'autre, et puis dès qu'on ouvre le bureau, il va. Donc vous êtes là, tout le monde vous regarde. À un moment, j'avoue que quand j'ai fini, j'ai regretté. Je dis, mais j'ai passé ma journée et j'aurais dû les laisser faire, mais au moins ça m'a permis de vivre et de comprendre que leur job aussi, ça existe. Je veux dire, c'est-à-dire que quand ils sont là, ils ont besoin d'être là. Sinon, parce que c'est pas clair pour nous en tant que citoyens lambda. Ça, c'est ce que j'ai. Et je pense que peut-être qu'il faudrait rajouter, dès qu'on arrive, tout de suite, il y a un grand truc. Étape 1, voilà ce qu'il faut faire. Étape 2, étape 3. Et même sur vos sites, vos pages Internet également, rajouter pour que quand on a ces choses-là, qu'on arrive tout de suite à trouver. Et surtout que ce n'est pas linéaire. Moi, là-bas, c'est ici, après c'était un peu compliqué. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avec vous. Oui. Si vous permettez, je vais aller dans le même sens. Il y a un manuel nous appelons ça manuel de procédure. On a un gros manifeste. Vous savez, à la douane, il s'opère 1 millier d'opérations de nature diverse et diversifiée. C'est pour ça qu'à l'importation, c'est regroupé. On ne peut pas prendre opération par opération. Vous, par exemple, pour un courrier, vous êtes allé prendre ça chez DHL, mais la douane se doit de voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et si ça participe de la franchise, on vous met rien à RAP, rien à percevoir et vous partez. Mais comme je l'ai dit aussi, il y a les rouages de la douane, c'est aussi complexe. Aussi complexe que les opérations qui sont soumises à la douane elle-même. Tout à l'heure, on a parlé des produits carnés, différents des produits qui ne sont pas carnés, différents des produits qui ne sont pas consommables, qui sont consommables, etc. Donc, nous, on a pour cela un manuel de procédure. Quand tu as l'importation,
ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui manque aujourd'hui et que nous vulgarisons, c'est d'aller sur notre site web, comme vous le dites. Il y a tout ça. Mais on se rend compte que les gens ne lisent pas. Il y a pas... Sinon, nous l'avons fait pour vous permettre une prévisibilité dans vos opérations, même depuis votre maison. Si vous avez compris le rouage qui est tracé pour un colis, un courrier comme ça, vous pouvez même déterminer à quel coup vous allez vous présenter, prendre votre colis. Malheureusement, bon, si nous venons à des occasions comme ça, c'est pour sensibiliser à être... notre code des douanes, il est vendu. Le tarif des douanes, il est vendu au niveau de l'OTR aujourd'hui et dans les chambres de commerce. C'est que plus personne ne s'intéresse. Sinon, c'est à votre disposition pour votre culture personnelle et votre recherche quand on se retrouve à vouloir importer ou exporter. Alors, moi j'aimerais savoir toujours dans ce sens, avec les réformes apportées et tout, est-ce que les transitaires ont toujours leur place? Finalement, oui. Oui. Le transitaire aura toujours sa place, même avec la digitalisation de nos procédures aujourd'hui. Vous savez, madame a dit qu'elle a perdu une journée pour son opération. Avec la digitalisation, ça pouvait être peut-être moins d'une journée, mais quand même, ça demande de quitter un point vers un autre point. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des importations pour lesquelles il faut obtenir une autorisation d'importation. Peut-être ça va commencer par le ministère du Commerce, par exemple. De là, il a obtenu telle licence, disons, à la Interpol, pour appuyer que ce n'est pas un produit volé que tu es en train d'introduire. Vous voyez, il y a une série d'étapes bien avant même d'arriver à la douane. Ce qui fait vraiment un contretemps pour quiconque. Et c'est ce qui justifie un peu disons, leur utilité. Mais quiconque a ce temps d'aller lui-même obtenir l'attestation d'importation de produits carnés à chose, et il a l'agrément du ministère de l'Agriculture, il a l'autorisation du ministère du Commerce, il s'en va prendre les documents d'Interpol ou de l'UMCC ou Octrib, je ne sais où, et il peut poursuivre seul. Mais c'est ce manque de temps pour quitter des ministères. Ce qui se passe à la douane est postérieur à des autorisations et agréments de certains services. C'est ça qui conduit à les utiliser. Mais encore faut-il qu'ils soient honnêtes, puisque c'est leur malhonnêteté qui fait porter le chapeau noir par la douane. Est-ce qu'il vous arrive de les former ou de discuter avec eux? Ils sont des partenaires privilégiés. Nous sommes au quotidien en train de les former. Beaucoup sont ici de petites écoles de formation, mais nous procédons à leur mise à niveau. Leur mise à niveau. Et puis, le site web de l'OTR est ouvert où nous balançons des articles pour faire comprendre les mécanismes douaniers. Mais avouons, les gens ne lisent pas. Peut-être c'est au travers de ces médias. Quand on parle directement comme ça les satisfait mieux que de rentrer dans le site de l'OTR pour chercher. Mais il faut surtout comprendre. Sinon, notre manuel... C'est pas un français facile. C'est pas un français facile. Non, bon, il y a des mots techniques. On a essayé d'utiliser un français que le commun peut comprendre. Sinon, pour votre prévisibilité, dès l'avènement de l'OTR, c'était une prescription, le manuel de procédure, le site web pour communiquer, vulgariser. Très bien. On tient des réunions au quotidien. On va avancer. Et vous avez salué le professionnalisme de vos agents. C'est vrai, mais dans toute corporation, il y a aussi des brebis galeuses. Effectivement. Voilà. Si quelqu'un se sent racketté, par exemple, au niveau de nos fronts, quelle est la démarche à suivre? La démarche,
qu'aurait suivi M. Valère qui prétend être racketté alors que ce n'était même pas un cas de raquette. Hein? C'est qu'il n'a pas cherché à vérifier les faits. Bon, la démarche première, c'est que nous avons un numéro vert pour dénoncer ces actes véreux. Vous comprenez? Oui. L'OTR a dédié le 82-80 pour... Le 82-80. Oui, 82-80. Mais si vous voulez simplement appeler pour une information, telle madame voulait aller prendre un courrier, je commence par où il y a le 82-01 qui est aussi disponible. Mais pour dénoncer un cas de racket, de corruption, etc., 82-80, c'est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez un répondant qui immédiatement nous saisit. Hein, saisit la hiérarchie d'un cas qui est en train de se passer ici. Et rapidement, les procédures sont enclenchées. Nous avons à l'OTR une direction de la prévention contre la corruption qui est très active et qui envoie immédiatement sur le terrain. Et si c'est avéré, des agents sont licenciés, de temps à autre, surtout dès l'avènement de l'OTR, beaucoup qui ne sont pas moulés, se sont vus enlevés, éjectés de notre profession. C'est pourquoi je me permets de dire aujourd'hui, tous ceux qui continuent après une dizaine d'années, c'est des gens qui ont adhéré les valeurs partagées à l'OTR et ils continuent. Bon, de deux, si tant est que le numéro vert ne vous satisfait pas, séance tenante là d'où vous êtes, c'est une structure organisée avec un chef. C'est peut-être l'agent sur la piste qui est en train de vous réclamer. Il a son chef brigade. Le chef brigade a comme supérieur son chef de division ou son chef de bureau. C'est ce que le Togolais manque de faire. Nous, on se laisse aller. Pour ceux qui ont réagi, ils se sont vite fait de se retrouver dans de bonnes explications. Des fois, les erreurs, le numéro vert nous a permis de constater que des fois, c'est d'autres structures qui sont en train de prendre 1000 francs à la personne, mais puisque... non, il n'est même pas encore au niveau de la douane, mais tout ce qui constitue le point de passage, l'homme de la rue, entre griffes ou le profane, mais c'est la douane. Dit à la douane. Quand on arrive à la frontière, pour nous, pour le commerce de mortel, c'est la douane. Ils sont à côté de la douane et la douane le laisse. C'est que c'est la douane. À la douane, il y a au point frontière qu'on appelle généralement la douane, il y a plus de 6 services qui sont ensemble là-bas. Vous commencez par les services d'immigration, de police, des phytosanitaires, des sanitaires, anti-drogue, etc., avant même d'arriver à la douane. Donc, pour peu que 1000 francs ait été revendiqué quelque part, nous on reçoit sur le numéro vert que vos éléments, mais quand vous vérifiez, on envoie une équipe d'investigation, on peut se rendre compte qu'il n'est même pas encore arrivé au côté douane avant de dénoncer que c'est ça. Donc, essayons de comprendre qu'au point d'entrée de nos pays, comme je l'ai annoncé, il se passe une gestion coordonnée avec plusieurs acteurs, chacun devant jouer son rôle. Mais l'amalgame est vite fait quand une perception illicite se passe. L'homme de la rue, lui, pense que le douanier m'a pris un 2000 là et je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il est venu passer au niveau de la douane où ça n'exigeait pas qu'il paye une quelconque taxe. Ce n'est pas toutes les marchandises qui payent. Hein. Il y a d'autres qui ne payent pas. De par leur nature, de par les taux qui sont inscrits aux tarifs extérieurs communs que nous appliquons pour la taxation des marchandises. Très bien. Donc, si vous sentez quelque part que vous êtes victime
de corruption ou de raquette, eh bien, vous avez le 82-80 ou les chefs hiérarchiques. Oui, voilà. Si vous avez le courage de... Oui. Voilà. Non, ayez le courage. C'est surtout ça, oui. Ayez le courage. C'est ça qu'on incrimine aux Togolais. La culture de dénonciation, ça manque. Nous sommes allés au Japon, en Chine. C'est des pratiques qui sont intrinsèques aux gens. On dénonce. Quiconque ne dénonce pas, même, c'est normal une infraction. Si un fait se passe, toi-même, tu l'admets et après, c'est après des années que... C'est que tu as été complice. C'est ça. Bien. Il fallait dénoncer à leur hache que je suis victime d'un racket, je suis victime d'un acte de corruption voilà. Que je ne comprends pas. Très vite, vous allez voir comment on va... réagir. Très bien. Tu as déjà payé la TVM, Luc, ou pas encore? La TVM, j'ai eu une question pertinente par rapport à ça. Non, oui, bon, donc on en parle. Oui. La TVM, l'application de la TVM est suspendue, on le sait, depuis le 11 avril 2022. Cette décision, elle est toujours en vigueur? Elle est partiellement en vigueur pour un pan de véhicules donné. C'est ça que les gens n'ont pas très vite compris. Ça a été au 11 avril 2022, là, pris par, dans les mesures sociales du chef de l'État pour atténuer la vie chère qui sévissait en ce moment. Mais la vie chère, à l'analyse, elle était due au fait que, bon, les professionnels du transport, si on ils ont expliqué que si on leur accordait d'autres taxes, ça va peser encore beaucoup plus sur le panier de la ménagère, etc. Et le chef de l'État a pris sur lui de dire, bon, ceux qui font profession de transport, eux, il faut exonérer. Mais les véhicules personnels, quelques mois après, on est revenu pour une application. Non, ils ne visent pas la vie chère. Ils visent la vie chère. Ils ne sont pas la vie chère. Il faut comprendre qu'en réalité, bon, loin de penser que la mesure visait plus l'impact direct par rapport aux denrées, ce qui devait avoir un prix, un relèvement de prix. C'est ça que la mesure visait. C'est pourquoi on a vite fait de revenir pour recadrer que les véhicules d'usage personnel ne sont pas concernés. Et c'est ça qui nous vaut ce paiement. Vous savez, cette taxe, il faut comprendre à quoi elle sert pour véritablement l'adopter et l'accepter. Oui, c'est important. Elle est totalement dédiée à la SAFER pour la réflexion des routes. Ce n'est pas, loin de ce que l'on pense, ce n'est pas une recette de l'État en tant que telle. Ce n'est pas un impôt. C'est une taxe pour le service que la route vous offre pour rouler bien sur une route sans trous, etc. Cette taxe a été prévue et elle tient de la puissance des véhicules. Selon que votre puissance est supérieure à 13 chevaux vapeur, 15, 17 en allant. Vous savez. Et retenons que c'est pour nous aider à entretenir nos routes. Et la route, elle coûte cher. Elle coûte excessivement cher, au point où ce que nous collectons annuellement au profit de la SAFER, je le dis bien, c'est au profit de la SAFER. Loin de penser que c'est une taxe que l'auteur collecte pour le budget de l'État. Elle est une taxe dédiée à l'entretien de la route au travers du SAFER. Alors, pourquoi est-ce qu'au niveau du transport routier, pour payer cette taxe,
il faut encore payer une quittance avant de payer la taxe? Bon, je vais vous... D'abord, avant de vous répondre, vous faites bien de situer le lieu de paiement. Il y a des guichets dédiés pour son paiement, parce qu'il faut éclairer le public. Parce que des fois, on voit des queues à nos services là-bas, alors qu'il ne fallait pas. Ça, la TVM peut se payer dans toute division des impôts au travers de Lomé, de l'intérieur du pays. Mais 3 guichets sont dédiés à cette taxe, notamment au siège de l'hôtel. Quand tu te présentes, un service est dédié au siège il y a un service spécial TVM qui est au séminaire. Vous pouvez payer. Il y a les transports routiers où l'on peut payer aussi. C'est eux que vous visez. Oui. Il faut payer une quittance. Oui. Ça, souvent, ceux qui vont au transport routier, c'est leur première utilisation du véhicule. Il a fini l'immatriculation. Il vient s'immatriculer et il paye. Et là, ce paiement est proportionnel au nombre de mois qu'il te reste à faire dans l'année. C'est une taxe annuelle. OK? Soit on paye 15 000 et c'est pour toute l'année. Et quand le véhicule arrive, par exemple, en septembre, donc vous aurez qu'à utiliser la route pour octobre, novembre, décembre. Donc, c'est la règle de 3 que automatiquement la machine applique. Et vous payez le quart du paiement annuel. Oui. Bon, les gens ont été surpris parce qu'il a payé le quart à la première introduction parce qu'on en était, il importait ça en septembre. L'année suivante, en novembre. Au lieu de maintenant, est-ce que c'est ce calcul-là qui impose au lieu de 4 000, on lui dit 15 000. Il dit, je l'ai payé l'année passée à 4 800 et quelques. Pourquoi, du coup? C'est la règle de proportionnalité. La voiture a grandi. Bon, allez, on va s'arrêter là. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Donc, en tant que citoyen togolais, nous aimons notre pays. Tout à l'heure, on a évoqué avec les inondations qu'il faut refaire des canalisations. Il faut faire... il faut les moyens. Et la TVM participe à la mobilisation de moyens, et spécialement en ce qui concerne l'entretien de notre route. Quiconque a un véhicule à moteur se devait d'accepter de payer cette taxe. Ce n'est pas injuste. Hein? Très bien. Ce n'est pas injuste. Merci beaucoup. Colonel Agoro Meguesiribi, je rappelle, directeur des études et de la législation douanière à l'OTR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous. Moi, je vous invite à vite aller libérer l'argent de l'État au niveau voilà, des impôts et la TVM. C'est important. Merci beaucoup à vous tous. Monsieur Kamina, merci d'être passé sur ce plateau avec vous. On a parlé de votre association. Merci. Corps artisanal Vision 30. Merci beaucoup. Merci. Et Madame Patience, merci d'être passée. Aujourd'hui, vous étiez dans la peau de chroniqueuse et d'invité. Bon, super. Bonne expérience. Ouais, bon, ça s'est bien passé en tout cas. Merci beaucoup. Luc? Oui. Ben merci. Merci. Ah ouais, super. En tout cas, j'attends les cadeaux le 27. Oui. Comprendra qui pourra. Oui. C'est son anniversaire. Bon, on l'annonce. On l'annonce. Et puis le colonel, il y a eu Ramadan, mais bon, on va rattraper les choses. Voilà. Allez. Merci beaucoup à vous aussi, chers amis. Merci d'être passés assister à cette émission. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et merci surtout à vous, téléspectateurs. Si vous avez raté quelques secondes de ce numéro, vous pouvez vous rattraper vendredi à 14h10 ou voilà, à la prochaine, ce sera dimanche. Merci à tous.